Madame, monsieur, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui encore pour une heure de direct. C'est l'heure de votre édition de 13h. Société, l'autre regard sur l'actualité. Autour de moi, une équipe de journalistes, chroniqueurs, éditorialistes. Alors, chers téléspectateurs, c'est l'heure de prendre un break. On déjeune ensemble comme chaque jour. Regardez le menu, il est copieux. Vous allez voir. Le cinéma représente-t-il la vraie vie et les vrais gens ? C'est la question aujourd'hui, en plein débat sur le manque de diversité à Hollywood et à l'approche des Oscars. Le désaccord est vif entre Spike Lee et Charlotte Rampling après les déclarations de l'actrice sur le racisme anti-blanc. Elle est une farouche défenseur de la laïcité. Née en Kabylie, Lydia Guirouz dit non au menu de substitution dans les cantines à l'école, non au port du voile dans les universités ou encore non au port du voile lors de sorties scolaires. Elle a été porte-parole du parti Les Républicains pendant 7 mois et aujourd'hui, elle nous accorde un entretien. Dans notre grand dossier, la polémique sur la grâce de Jacqueline Sauvage, condamnée pour le meurtre de son mari tortionnaire. Les nombreux soutiens s'en réjouissent, mais pour certains avocats, le tapage médiatique se substitue à la justice et nous interrogerons Florence Rowe, avocate, auteure d'une tribune qui met en cause un féminisme victimaire. Mais avant de rentrer dans le cœur de notre programme, on regarde ensemble les titres qui font l'actualité aujourd'hui. François Hollande organise ce soir un dîner à l'Élysée en l'honneur de Raúl Castro, visite historique du président cubain, 21 ans après celle de son frère, Fidel. Au programme, accords économiques et commerciaux, mais aussi normalisation des relations franco-cubaines. Et qui sera le prochain président des États-Unis? Top départ au processus électoral. Ça commence avec des primaires et c'est l'Iowa qui ouvre aujourd'hui le bal. En tout 50 États et donc 50 primaires qui prendront fin en juin prochain. En Israël, les femmes du mur ont gagné. Une zone de prière mixte va voir le jour au mur des Lamentations à Jérusalem. Fruit de 27 ans d'un long combat, c'est une victoire pour les courants minoritaires du judaïsme. Le thème du grand angle aujourd'hui, du rififi à Hollywood. Les acteurs afro-américains se plaignent d'être sous-représentés. Maurice, bonjour. C'est Spike Lee contre Charlotte Rampling. Et oui, les stars d'Hollywood s'affrontent. Spike Lee contre Charlotte Rampling, vous l'avez dit. Alors le premier affirme qu'il n'y a pas assez d'acteurs afro-américains nominés aux Oscars. Racisme anti-blanc, réplique Charlotte Rampling. Alors le cinéma doit-il rendre compte de la réalité ou vendre du rêve et des stéréotypes? C'est ce que nous allons voir. Aux États-Unis, l'Académie du 7e art est exclusivement blanche et masculine. C'est la question, fer de lance de la lutte contre les disparités au cinéma. L'acteur-réalisateur Spike Lee est indigné du manque des diversités dans les dominations des Oscars. Racisme anti-blanc, c'est ce qu'a rétorqué l'actrice Charlotte Rampling, nominée pour le rôle de meilleure actrice. Si vous avez des questions, des commentaires, Sarah Martinez est là pour vous. Sarah, bonjour. Bonjour. Vous êtes devant votre ordinateur. Vous allez intervenir évidemment en direct. N'hésitez pas à écrire sur l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. On regarde le sujet de Jonathan Serrero et on en parle tous ensemble après. A tout de suite. Pas un seul acteur noir nominé aux prochains Oscars, un scandale pour bon nombre d'artistes du 7e art américain. Des acteurs comme Will Smith, son épouse Jada Pinkett Smith ou Spike Lee ont annoncé vouloir boycotter la soirée prévue le 28 février prochain. Un appel relayé via Twitter et le hashtag #OscarsSoWhite. Des milliers de personnes se sont indignées de la sélection opérée par l'Académie des Oscars. Une association liée à la communauté noire américaine est aussi montée au créneau. Nous adopterons la position suivante. Au regard de l'absence constatée d'artistes afro-américains dans la sélection des Oscars, nous n'avons aucun intérêt désormais à participer ou regarder la cérémonie. Cette sélection omet volontairement d'inclure les Afro-Américains. Une attitude critiquée par l'actrice britannique Charlotte Rampling, nominée dans la catégorie meilleure actrice pour sa performance dans 45 ans d'Andrew Hayes. L'artiste a fustigé le racisme anti-blanc sous-jacent de ses collègues noirs américains, des propos sur lesquels l'artiste est revenu depuis. Malgré ses regrets, le réalisateur Spike Lee a tenu à lui répondre. Non, elle est revenue sur ses déclarations. Je pense que quelqu'un a dû lui dire que si elle continuait comme ça, elle ne gagnerait rien du tout. Pour tenter d'éteindre l'incendie, l'Académie des Oscars a pris des mesures historiques. L'institution du 7e art a annoncé un doublement d'ici 2020 de ses membres féminins ou provenant de minorités ethniques. Pour le musicien Questlove, membre du groupe The Roots, il s'agit d'une bonne première étape.
Il faut toutefois plus de dialogue pour que le changement arrive vraiment. Le vrai changement, ce sera quand vous aurez pas seulement plus de Noirs, mais toutes les ethnicités représentées en coulisses dans les entreprises du secteur. C'est là qu'on aura du vrai changement. Une enquête menée en 2012 par le Los Angeles Times a montré que 77% des membres de l'Académie sont des hommes, 94% de ces hommes sont... Jonathan Serrero, bonjour. Bonjour. Cette polémique autour du manque de représentation des Noirs dans le cinéma américain, c'est récurrent. On ne peut pas comprendre cette polémique sans replonger dans l'histoire des États-Unis et ce qui fait cette histoire. Une histoire marquée par le racisme et la ségrégation. Et le 7e art américain a mis en lumière donc ces deux problèmes. On voit trois phases dans l'histoire du 7e art américain, dans l'histoire du cinéma afro-américain. Une première phase que j'ai délimitée entre 1895, Thomas Edison, l'inventeur du cinéma, qui filme pour la première fois des Antillais, à 1950, qui marque la fin de l'imagerie raciste du personnage noir dans le cinéma américain. Le personnage noir est décrit comme la mamie, notamment dans Autant en emporte le vent, où Hattie McDaniel, qu'on va voir tout de suite à l'écran, est représentée en servante de la famille blanche dominante. Il est aussi le coon, traduit en anglais comme raton, donc terme péjoratif. Le tragique mulatto, personnage noir, mal dans sa peau, qui honteux de sa condition, choisit de maquiller le visage avec son visage avec de la poudre blanche. Au début du XXe siècle aussi, le noir est représenté en brute épaisse, avec dans le film notamment de Naissance d'une nation de David Ward Griffiths, qui est un film raciste. On voit aussi apparaître les premiers films réalisés par des Noirs, notamment Oscar Micheaux, que l'on va voir aussi en photo, qui a réalisé une quarantaine de films. Et l'avènement du cinéma afro-américain interviendra avec l'avènement de personnages comme Malcolm X ou Martin Luther King. Et c'est à partir de l'après-guerre que l'on voit des acteurs américains se remettre des prix. Et notamment avec Sidney Poitier, primé pour le film, comme il a reçu donc l'Oscar du meilleur acteur en 1963 dans le film Le Lys des Champs. Le noir n'est plus représenté comme un personnage bête et méchant, il est maintenant courageux et intelligent. Le cinéma indépendant aussi américain va mettre en lumière aussi le cinéma afro-américain, avec notamment John Cassavetes. Il y aura aussi un événement important, les assassinats de Malcolm X et de Martin Luther King, où on va parler de blaxploitation, où un cinéma réservé aux Noirs américains. Les films en eux-mêmes, on ne s'en souviendra pas, mais on se souviendra des bandes originales, des bandes musicales, où là, des artistes comme James Brown ou Marvin Gaye ont posé leur voix dans ces films. Et plus tard, avec Boys in the Hood ou Menace to Society, où le rap américain va trouver ses lettres de noblesse au travers donc, du 7e art américain. Merci Jonathan. Une question téléspectateur peut-être, Sarah. Oui, Charlotte de Lyon. N'est-ce pas un faux débat? Il y a plein de stars noires américaines comme Chris Rock, Kerry Washington, Morgan Freeman ou même Lupita Nyong'o. Ils ont tous eu une opportunité, donc où est le problème? Alors justement, pour parler, Sarah, de cette polémique, nous sommes en direct par Skype avec Carlos Gomez. Carlos Gomez, bonjour. Bonjour Valérie. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes auteur, scénariste, chroniqueur de cinéma pour le magazine Gala et vous avez été rédacteur en chef culture au Journal du Dimanche. Alors y a-t-il, selon vous, du racisme à Hollywood? Oui, j'ai envie de dire que c'est manifeste, mais pour élargir un tout petit peu plus le cadre de ma réponse, j'ai envie de dire qu'il y a une négligence à Hollywood, une incapacité à se transformer en un miroir de ce qui est devenu vraiment la société américaine. Cela dit, regardez, si on note une chose, l'Académie des Oscars est composée à 70% de blancs, mais surtout de gens qui ont en moyenne d'âge 70 ans. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont nés, lorsqu'ils ont grandi, lorsqu'ils ont commencé à aller à l'école aux États-Unis, pour eux, il allait de soi que les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, bien sûr que les choses ont changé, mais malgré tout, l'éducation des esprits a fait qu'aujourd'hui, malgré tout, des gens
et des gens puissants aujourd'hui à l'Académie peinent à reconnaître que si, aujourd'hui nous avons les mêmes droits, ils ont les mêmes droits que nous. Et donc voilà, mais Donald Trump qui est en tête des intentions de vote, est-ce que vous pensez que ce contexte politique a influencé ce débat ? Alors non, pas du tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas de rapport. Je pense que ce genre de clivage, ce genre de guerre existe depuis longtemps. Ce qu'il y a, c'est que Donald Trump, lui, c'est un génie à envenimer chaque fois qu'il le peut le débat pendant cette campagne. Il l'a encore fait récemment en stigmatisant, même si c'était censé être avec de l'humour, il n'y en avait pas, les BET Awards. Est-ce que vous savez ce que c'est que les BET Awards? C'est les Black Entertainment Television. Donc c'est une chaîne de télévision afro-américaine qui, tous les ans, depuis 10 ans, remet les prix aux meilleurs acteurs, actrices noirs de l'industrie du cinéma. Et il a dit... ouais, mais il n'y avait pas de blanc dans cette représentation non plus. Vous voyez, donc non, je ne pense pas que ça soit que Donald Trump soit le reflet d'un regain de racisme. Bon, parce qu'on dit souvent, vous savez, on dit que le cinéma, c'est la liberté totale. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que le cinéma, la liberté totale... Alors ça veut dire, par exemple, qu'un James Bond noir, pour vous, c'est possible un jour ? Évidemment, puisqu'on parle même de Idris Elba comme potentiel nouveau James Bond. Et il est un de ceux qui sont passés à travers les nominations cette année, puisqu'il il figurait dans un des films qui a été le plus apprécié cette année en salle et qui n'a eu aucun prix, enfin en tout cas aucune nomination. Donc oui, un James Bond noir, oui. En tout cas, en France, il y a beaucoup de nominés qui sont issus de la diversité. Est-ce que finalement, on n'est pas dans le schéma inverse ? En partie, on est dans un schéma inverse, j'ai envie de dire, heureusement, mais là, je parlais d'éducation, de manque d'éducation ou d'éducation tronquée pour les jeunes Américains aux années 50-60. Nous, heureusement, l'école de la République, comme on dit, avec tous ses défauts, je pense qu'elle a fait un travail éducatif profond, quoi, qui nous permet, qui globalement nous a permis de faire ces erreurs-là. Et c'est vrai que dans les prochaines nomination au César, cette représentativité est remarquable justement, cette année en particulier. Oui, parce que vous parlez justement des Césars, on le voit avec le film Fatima, avec Soria Zeroua, nominée justement au César pour le meilleur film et la meilleure actrice. On dirait qu'en France, on mise sur la diversité. Vous êtes d'accord ? Non, c'est pas qu'on mise sur la diversité, c'est que si vous faites partie de ceux qui étaient amenés à voter, qui sont amenés à voter cette année, vous avez vu Fatima, c'est un des bons films français qu'il y a eu cette année, et il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. Alors il se trouve que, oui, l'actrice principale est une femme d'origine maghrébine, actrice amateur, qui plus est. Donc oui, et puis de la même manière, parmi les meilleurs acteurs cette année, il faudra compter sur l'acteur de Dipan, de Jacques Audiard, Anthony Hassan, Jesut Hassan, qui est tamoul, qui n'était pas acteur non plus, qui était écrivain lorsqu'il a quitté son pays, et qui sera nommé à la place de, j'ai envie de dire, alors pour le coup, si on voulait s'amuser à chercher le contre-pied, juste après l'annonce des nominations au César, il y avait dans l'Assemblée réunie au Fouquet's pour... après que le palmarès se dévoilait, des gens pour dire comment ça se fait que cet acteur sorti de nulle part est nommé, alors que Jean Dujardin, que tout le monde estime merveilleux dans le dernier Lelouch, n'est pas nommé. Voilà, discrimination, ça aussi. Je le dis avec un sourire. Merci beaucoup, Carlos Gomez, pour votre intervention dans notre émission. Et les Emmy Awards sont sortis des sentiers battus cette année. Viola Davis, héroïne de How to Get Away with Murder, est devenue la première afro-américaine à remporter le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique. Viola Davis marque ainsi l'histoire de la télévision, mais elle aussi ne manque pas de critiquer le monde du spectacle américain. Regardez. I see a line, and over that line I see green fields and lovely flowers and beautiful white women with their arms stretched out to me over that line. But I can't seem to get there no how.
I can't seem to get over that line. That was Harriet Tubman in the 1800s. And let me tell you something. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. To all the writers, the awesome people that are Ben Sherwood, Paul Lee, Peter Nowak, Shonda Rhimes, people who have redefined what it means to be beautiful, to be sexy, to be a leading woman, to be black. And to the Taraji P. Hensons, the Kerry Washingtons, the Halle Berrys, the Nicole Beharies, the Megan Goods, to Gabrielle Union, thank you for taking us over that line. Maurice Fergon, on a vu beaucoup d'émotions dans cette séquence, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même un peu de la victimisation? Elle parle d'opportunités réservées seulement aux Blancs. Écoutez, moi ce que je vois surtout, c'est beaucoup de ressentiment. Vous la voyez pratiquement au bord des larmes. Alors il faut dire que Viola Davis a une histoire dans le cinéma américain. En 2012, elle est nominée pour le film La couleur des sentiments. Elle avait le rôle d'une... Donc elle a eu sa chance. Elle a eu sa chance. Elle incarnait une femme de maison dans le Mississippi profond, dans des familles assez bourgeoises américaines. Mais en finale, c'est Meryl Streep qui a remporté l'Oscar et elle a été mise sur le côté, vous voyez. Donc vous pensez qu'elle est un peu revancharde? Écoutez, dans le monde des artistes, c'est surtout l'ego qui prime, l'ego qui domine. Et je veux dire qu'une défaite face à Meryl Streep, qui incarnait Margaret Thatcher, du reste, a dû la blesser. Et il y a un film quand même dont j'aimerais vous parler, qui vous a beaucoup marqué, ça s'appelle Devine qui vient dîner, avec Sidney Poitier et Katharine Hepburn. Pourquoi, Maurice, rapidement? Tout simplement parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais assez jeune, et Sidney Poitier incarne le rôle d'un jeune noir américain, afro-américain, et sa fiancée veut le présenter à une famille d'Américains blancs, tout ce qu'il y a de plus normaux, libéraux, et le rôle de la fiancée est incarné par Katharine Hepburn. Et il faut dire que finalement, celui qui a reçu l'Oscar pour ce film, c'est Katharine Hepburn, et c'est pas Sidney Poitier, parce que Sidney Poitier, vous l'avez dit, Jonathan, était le premier afro-américain à avoir reçu un Oscar en 64 pour un film, Le Lys des Champs, en 64, où il incarnait justement un jeune noir qui finalement était exploité par des nonnes. Oui, c'est vrai qu'on imagine la scène, ce noir américain avec des enfants qui étaient d'ailleurs déjà mariés et que la fille vient présenter aux parents pour c'était compliqué à l'époque. Merci à vous tous d'avoir été sur ce plateau. Et c'est l'heure de l'entretien de la semaine. Non au menu de substitution dans les cantines à l'école. Non au port du voile dans les universités. Ou encore non au port du voile lors des sorties scolaires. Lydia Guirousse n'en démord pas. Cette jeune femme, ardent défenseur de la laïcité, a été la porte-parole du Parti des Républicains pendant 7 mois. Elle vient d'être limogée de son poste, mais n'a pas pour autant accepté d'intégrer l'équipe dirigeante du parti. Pour elle, c'est un nouveau départ, une opportunité de revendiquer haut et fort ses combats avec indépendance. Alors que cela ne plaise ou non, pour son grand retour, elle signe un nouveau recueil, Je suis Marianne chez Grasset, un hymne à la France et à ses valeurs républicaines pour cette jeune femme issue de l'immigration et au parcours exemplaire. Caroline Amouyal l'a rencontrée pour nous. Regardez. Lydia Guirousse, ce nom doit vous sembler familier. Depuis quelque temps, la jeune ex-porte-parole des Républicains écume les plateaux télé et ne manque pas de faire des remous. En cause, sa vision, comme elle le décrit, intransigeante de la laïcité en France. Moi, j'ai des attaques qui sont d'une violence inouïe, qui viennent de la part de journalistes. Et peut-être que si j'avais été de gauche, ou alors, comme j'aime le dire, si j'avais été femme musulmane mais voilée, peut-être qu'ils m'accepteraient et qu'ils seraient beaucoup plus gentils avec moi. Ils vous montrent du doigt et vous devenez le coupable. Je défends la laïcité, je suis mise à l'extrême droite. Je lutte contre le communautarisme, on me dit que je suis proche du Front National. Enfin, c'est juste aberrant. Regardez le traitement qu'ils font d'Elisabeth Badinter, cette grande femme, l'une des plus grandes féministes à mon sens que la France porte aujourd'hui. On l'a traitée d'ethnocentriste. On l'a traité d'islamophobe. L'islamisme est son ennemi depuis l'âge de 5 ans, celui-là même qui l'a forcé à quitter sa Kabylie natale en Algérie pour le nord de la France. Destination Roubaix. Depuis janvier 2013, la ville est devenue une zone de sécurité prioritaire. Les
Ce que j'entendais dans mon village en Kabylie, c'était de l'émerveillement quand on parlait de la France. C'était la France, les pays des droits de l'homme, la France, le pays de la liberté. Moi, j'en ai toujours rêvé et j'ai adoré, en arrivant en France, à l'école, apprendre nos ancêtres les Gaulois. Je savais pertinemment que ce n'étaient pas mes ancêtres, mais je voulais m'inscrire dans cette histoire-là. Puis j'ai adoré suivre les grands débats à la télévision et j'adorais notamment Anne Sinclair. Regarder Anne Sinclair à la télévision alors que j'avais 10 ans. Lorsqu'elle arrive à Roubaix, Lydia et sa famille doivent s'accrocher pour s'en sortir. Mes parents sont partis avec rien, tout simplement. On est arrivé avec rien et on a été chez mes grands-parents et les premières années ont été extrêmement difficiles. Mais ce qu'on m'ont dit et ce qu'on dit à mes frères et sœurs, mes parents, c'est vous devez travailler 2 fois, 10 fois plus que les autres pour y arriver et il n'y a pas d'autre solution que d'être le meilleur à l'école. Et votre meilleur ami, ce sera vos livres. Fidèle à son éducation, elle travaille sans relâche et intègre de grandes écoles comme Dauphine et l'ESCP. Pourtant, cette réussite n'était pas gagnée d'avance. On m'a toujours dit non. Non, voilà, telle grande école, ce ne sera pas pour toi. Non, telle filière, ce ne sera pas pour toi. Non, telle entreprise, ce ne sera pas pour toi. C'était des professeurs, même si on avait les meilleurs résultats. C'était des conseillers d'orientation, même si on était parmi les meilleurs de la classe. C'était une espèce de déterminisme, en fait, social. Tu viens de tel milieu, tu as telle origine, tes parents sont comme ça, donc tu ne peux pas accéder. Et moi, je n'ai jamais rien écouté, en fait. Je suis une espèce de tête de bois. Et c'est assez heureux de voir qu'en France, malgré les discours plein de victimisation qui disent que l'ascenseur social ne fonctionne pas, que l'école ne fonctionne pas, qu'on ne peut pas y arriver, et quand on vient d'un milieu populaire et d'un quartier, on ne peut pas y arriver parce que la France est un pays affreux. Si on peut y arriver, parce que moi j'étais la petite fille de Kabylie, je ne parlais pas français, et pourtant j'ai fait de belles écoles. Et je publie mon 2e livre et j'ai eu des responsabilités politiques. Donc en France, on peut y arriver quand on fait preuve de travail, d'effort et de détermination. C'est ce que je voudrais que certains entendent, notamment dans les quartiers, parce que c'est bien trop facile de toujours tomber dans un syndrome victimaire et de tout excuser. Mais on a aussi une part de responsabilité individuelle et je pense que quand on veut en France, on peut. L'école est gratuite, l'université est presque gratuite. Voilà, il faut juste savoir travailler et peut-être ouvrir des portes, quitte à mettre un coup de pied dedans. Et c'est le moment de notre rubrique juridique. En Israël, lorsqu'on loue un appartement, les baux sont régis par le principe de la liberté des parties, ce qui est défavorable aux locataires. À l'inverse, en France, le locataire et la location est très réglementée et elle offre un statut protecteur aux locataires. Il y a de plus en plus de dispositions en leur faveur. Galit Zamir, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc avocate. Est-ce qu'il y a des nouvelles dispositions en France qui fait que l'écart entre la France et Israël va se creuser davantage? Oui, alors on a une nouvelle loi en France qui veut dire que les logements indécis, en fait, les locataires peuvent suspendre leur location. Tous les mois, ils peuvent arrêter de verser leur loyer. Ah oui? Oui. Si, en fait, il y a moins que 9 mètres carrés d'un logement. Donc moi, ça m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'on peut même louer un appartement ou un bien. C'est très petit. Très, très petit. Voilà. Donc si on loue en France un appartement de moins de 9 mètres carrés, on n'est pas censé payer le loyer. Voilà, le locataire, il peut faire la décision par lui-même et de suspendre ses loyers. D'accord, mais cette location est interdite à la base. Interdite à la base, voilà. Sur quels critères considère-t-on qu'un logement est indécent? Alors, moins que 9 mètres carrés, ils prennent ça sur la base du mètre carré. Oui. Vraiment, la partie... moins que 9 mètres carrés, ils considèrent ça comme un bien que c'est pas possible de l'habiter, ce qui est très petit, donc on peut pas faire avec. D'accord. Est-ce qu'il y a une surface minimale ici en Israël qui est imposée? Malheureusement, en Israël, on n'a pas ce genre de loi. Pas ce genre de loi. On ne protège pas du tout le locataire. On n'offre pas aux locataires la même protection qu'il y a en France. Oui. On peut mettre
à terme, le contrat peut être fini par le propriétaire, c'est-à-dire qu'en fait, le locataire peut être dehors du jour au lendemain. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, lors d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israéliens qui veulent acheter un bien. Oui. Parce que les locations ne sont pas réglées comme en France, qu'on peut prendre un baux pendant des années. En Israël, en règle générale, c'est pendant 1 an. Et la location peut augmenter du jour au lendemain. Merci beaucoup Galit Zamir pour votre intervention aujourd'hui. Restez avec nous dans quelques instants. Le grand dossier de la semaine avec nos invités. Nous parlerons de la grâce présidentielle accordée à Jacqueline Sauvage, une affaire qui depuis le début fait polémique. Faut-il réformer le concept de la légitime défense? La réponse dans quelques instants. Programme également du sport et de la mode. A tout de suite, restez là.